À l'aube, le soleil se levait sur les rues animées de Kudugu. Le président Ibrahim Traoré se rendait à la cérémonie d'inauguration d'une école. Son convoi de jeeps noirs roulait rapidement, escorté par des gardes à moto. Des foules s'étaient rassemblées le long de la route, agitant les mains et acclamant au passage des voitures. Mais les yeux d'Ibrahim, comme toujours, observaient attentivement son environnement. Juste avant que le convoi n'atteigne le carrefour principal, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un jeune garçon, peut-être 8 ans, se tenait seul, immobile, sans agiter la main ni sourire. Ses vêtements étaient déchirés, ses pieds nus, et il serrait une vieille paire de bottes militaires usées dans ses petites mains. Un pincement au cœur saisit Ibrahim. Arrêtez la voiture, ordonna-t-il. Les véhicules freinèrent brusquement, soulevant un nuage de poussière ocre. Ses gardes hésitèrent un instant, perplexes face à cet arrêt soudain, mais il sortit rapidement et marcha directement vers le garçon. La foule se tut, un silence inattendu. Personne n'aurait imaginé le président s'aventurer ainsi dans la poussière pour un seul enfant. Ibrahim s'agenouilla près de lui. Quel est ton nom, mon garçon? L'enfant ne répondit pas immédiatement, son regard fixé sur les bottes qu'il tenait. Je m'appelle Malik, murmura-t-il finalement. Elles appartenaient à mon père. Il est mort à l'Est, au combat. Il était soldat. Les yeux d'Ibrahim s'adoucirent, empreints de compassion. Et où est ta mère? Demanda-t-il doucement. Elle est malade. Nous n'avons rien mangé depuis hier. J'ai essayé de vendre ses bottes, mais personne n'en veut. Le garçon leva les yeux, des larmes brillantes au bord des paupières. Je ne voulais pas les vendre, mais ma sœur a faim. Ibrahim prit délicatement les bottes de ses mains. Elles étaient visiblement usées, déchirées à plusieurs endroits, mais elles portaient l'écho de marches sur des terrains hostiles. Elles avaient appartenu à un homme qui avait donné sa vie. Ton père était un héros, affirma Ibrahim avec une voix pleine de respect. Et je te promets une chose, tu n'auras plus jamais besoin de vendre ces bottes. Le garçon le regarda, une confusion palpable dans ses jeunes yeux. Qui êtes-vous? Ibrahim esquissa un sourire triste. Je suis quelqu'un qui a une grande dette envers ton père. Il se redressa et interpella son équipe. Trouvez la mère de ce garçon immédiatement et recensez toutes les familles de cette zone qui ont perdu un être cher dans l'armée. Je veux une liste exhaustive et cela sans délai. Les spectateurs observèrent en silence le président prendre Malik dans ses bras et le placer avec douceur à l'intérieur de la voiture de tête, juste à côté de lui. Le convoi reprit sa route, plus lentement désormais, transportant non seulement un enfant, mais aussi une promesse brisée, sur le point d'être tenue. Et au sein de la foule, un vieil homme murmura, la voix chargée d'espoir, peut-être est-ce enfin le dirigeant que nous attendions. Ce même soir, le président Ibrahim Traoré était absorbé dans ses pensées. Assis dans son bureau, son regard fixé sur la paire de bottes élimées que Malik avait laissées sur son bureau. Elles n'étaient pas de simples chaussures usagées, elles représentaient les derniers pas d'un père, un appel silencieux à la justice, le symbole poignant de toutes les familles laissées dans le deuil et la précarité. Il convoqua une session nocturne d'urgence, réunissant le ministre de la Défense, le ministre de la Solidarité sociale et le directeur du bureau des affaires des anciens combattants. Sa voix était posée, mais son ton dénotait une détermination inébranlable. J'ai rencontré un garçon aujourd'hui, commença-t-il, en soulevant les bottes. Son père a sacrifié sa vie pour ce pays. Sa mère est malade, et ils n'ont pas mangé. Ils ont tenté de vendre ses reliques pour survivre. Un silence pesant emplit la pièce. Ces bottes devraient être exposées dans un musée, déclara-t-il avec gravité, mais au lieu de cela, elles ont failli être bradées comme de vulgaires objets sans valeur, car le système a lamentablement failli à sa mission. Il déposa les bottes sur la table avec une douceur empreinte de colère contenue. Expliquez-moi où sont passés les fonds destinés à ces familles. Un fonctionnaire s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Monsieur le Président, selon nos registres, cette famille a déjà perçu l'intégralité des compensations prévues suite au décès du soldat. Ibrahim haussa un sourcil sceptique. En êtes-vous absolument certain? Oui, monsieur le président. Dans ce cas, allons vérifier sur place, trancha Ibrahim en se levant. La nuit même, avant minuit, Ibrahim arriva à l'improviste au domicile de Malik. L'habitation était une modeste construction en argile, percée de trous dans le toit. Sa mère, Mariam, gisait sur une natte, d'une maigreur alarmante, secouée par une toux persistante. Sa jeune sœur, à peine âgée de 5 ans, dormait paisiblement à côté d'une marmite vide. Mariam tenta de se redresser en apercevant le président, mais ses forces l'abandonnèrent. « Je ne m'attendais pas à votre visite, monsieur le président. Vous n'auriez pas dû vous déranger ?» Ibrahim répondit d'une voix douce et rassurante, « Je suis venu car quelque chose ne tourne pas rond. » Il interrogea Mariam avec délicatesse, « Avez-vous reçu une quelconque aide de l'armée après la perte de votre mari ?» Elle secoua lentement la tête, son regard rempli de tristesse. « Ils ont dit que l'argent allait arriver, mais il n'est jamais venu. »
La mâchoire d'Ibrahim se contracta, signe d'une indignation croissante. Le lendemain matin, une enquête approfondie fut lancée. En moins de 48 heures, la vérité éclata au grand jour. Le paiement avait été validé sur les documents administratifs, mais un officier corrompu l'avait détourné vers un compte fictif. Pendant près de 2 ans, cet individu avait subtilisé des fonds destinés à plus d'une centaine de familles de soldats, usant de faux et de corruption sans que personne ne s'en aperçoive. Ibrahim prit à nouveau la parole à la télévision nationale. « Je ne peux pas me tenir devant le peuple et feindre l'indifférence. Nous avons perdu de braves hommes à la guerre, et ensuite, nous avons lâchement trahi leur famille en temps de paix. J'ai ordonné l'arrestation immédiate des responsables. Ils répondront de leurs actes devant la justice. » Cette semaine-là, plusieurs officiers furent démis de leurs fonctions, et certains furent incarcérés. Ibrahim promulgua un nouveau décret. Tous les futurs versements d'aide seraient effectués directement aux familles bénéficiaires via un système sécurisé, éliminant tout intermédiaire, toute paperasserie frauduleuse. Il exigea que chaque chef de département signe une déclaration solennelle: « J'assume l'entière responsabilité de ce qui se passe sous ma supervision. Je connaîtrai personnellement chaque nom, chaque dossier, chaque famille que nous devons servir. » Se tournant vers la nation, il affirma: « Nous ne nous contentons pas de changer des politiques, nous nous engageons à transformer les cœurs. » Et dans le petit village de Kudugu, le jeune Malik reçut de nouveaux vêtements, de la nourriture abondante et sa première paire de chaussures neuves, non pas pour remplacer les bottes de son père, mais pour avancer dignement dans la vie. Les bottes restèrent précieusement conservées sur le bureau du président Ibrahim Traoré, non comme un simple objet décoratif, mais comme un rappel constant de sa mission. Il les contemplait souvent lors de longues réunions. Son regard se posait alors sur les trous de ses vieilles bottes, et il se demandait: des progrès pour qui, réellement? Parallèlement, la vie de Malik prenait un nouveau tournant. Sa mère, Mariam, fut admise dans un hôpital de Ouagadougou, où elle reçut des soins appropriés. L'intégralité des frais fut prise en charge par l'État. Malik et sa sœur Aïcha furent inscrits dans une nouvelle école, construite dans le cadre du programme Enfants de héros, une initiative lancée par le président Ibrahim après sa visite à leur domicile. Chaque matin, Malik portait fièrement des chaussures noires cirées et un uniforme scolaire impeccable, mais chaque soir, il nettoyait méticuleusement les vieilles bottes de son père et les rangeait soigneusement près de son lit. « Je les porterai quand je serai assez grand », confia-t-il un jour à son professeur, « non pas pour me battre, mais pour servir mon pays. » De retour au palais présidentiel, Ibrahim organisa des rencontres entre de jeunes veuves et des orphelins de soldats et les membres de son cabinet. Une fillette d'accent grave peine 10 ans se tint devant les ministres et demanda avec une innocence désarmante: « Pourquoi mon papa est-il mort pour ce pays si vous nous avez oubliés dès le lendemain de son enterrement ?» Un silence glacial s'installa dans la pièce. Ibrahim se plaça à ses côtés et déclara d'une voix grave: « C'est une question à laquelle nous devons tous répondre. Et si vous ne pouvez pas y répondre, vous n'avez pas votre place dans ce gouvernement. » D'autres réformes profondes suivirent. Un fonds national de commémoration fut créé, géré par un conseil composé de veuves et de familles de soldats, et non par des politiciens. Des équipes mobiles sillonnèrent le pays pour identifier et enregistrer chaque famille qui avait été laissée pour compte. Ibrahim lui-même effectuait des visites surprises mensuelles dans les villages, apportant aux familles non seulement sa présence, mais aussi de la nourriture, des médicaments et du matériel scolaire. Le message était clair: on ne peut pas gouverner un peuple que l'on ignore. Lors d'une réunion publique, un agriculteur se leva et interrogea Ibrahim: « Pourquoi faites-vous tout cela maintenant ?» Ibrahim répondit avec une simplicité poignante: « Parce qu'un garçon s'est tenu dans la poussière, tenant les bottes de son père, et m'a rappelé que le leadership n'est pas une question de pouvoir, mais de responsabilité envers le peuple. » Le mouvement fut bientôt surnommé la Marche des bottes. Il ne s'agissait plus du destin d'un seul enfant, mais de celui de milliers de familles enfin reconnues, entendues et respectées.